si tout le monde tient un coin du filet, moi je pense qu'on peut donner confiance aux producteurs. Parce que les producteurs sont des gens audacieux. Quand on regarde le niveau de risque qu'on prend sur nos entreprises et sans beaucoup de garanties à long terme, moi je pense que si on crée dans le milieu une situation relativement, le mot relatif étant toujours en regard du risque, acceptable, vous allez voir que ces entreprises-là vont continuer de se développer et d'investir et que la relève va être là également au rendez-vous. Le frein à la relève, ce n'est pas l'ambition. Le frein à la relève, c'est la rentabilité. La relève en agriculture, il y en a. Il y en a beaucoup d'intéressés, mais le frein à la relève, c'est la rentabilité. Monsieur Schultz. Monsieur Bourleau, Oui. vous avez parlé entre autres des alumineries. Effectivement, je rebondis sur la question de l'industrie du jeu vidéo. Le gouvernement a mis des milliards de dollars, on s'est engagé à mettre des milliards de dollars dans le plan Nord. Comment est-ce que vous expliquez qu'entre cette facilité-là d'exploitation du territoire par les minières et l'agriculture, souvent le gouvernement, on dirait, semble plus prompt à délier les cordons de la bourse pour ce secteur-là? Comment vous expliquez leur attitude? Moi, je pense que c'est ces entreprises-là font, il faut le reconnaître, font un excellent lobbying. On doit sûrement, peut-être je ne sais pas s'ils se donnent des cours par Rio Tinto, moi je dirais d'en suivre, parce que je trouve qu'ils font certainement un excellent lobbying. Puis nous aussi, on doit, comme je l'ai dit ce matin, je pense que trop souvent, on a considéré le secteur agricole comme un secteur à la remorque de l'État par ses programmes, alors qu'on est un secteur qui tire l'économie du Québec. Donc, et c'est comme ça que les gens doivent le considérer, parce que c'est réellement le cas. On parle de 174 000 emplois directs et induits par le secteur agricole au Québec. Est-ce qu'il y a un autre secteur d'activité qui peut revendiquer autant d'emplois? C'est un secteur qui est, comme je le dis, entièrement renouvelable. Donc, qui assure à long terme, on peut assurer. Puis, c'est un secteur qui, on le sait, va devoir répondre à une demande alimentaire croissante au niveau mondial. Alors, tous les éléments sont là pour justifier plus d'investissement. Moi, je pense qu'il faut convaincre la population et il faut convaincre les gouvernements. Donc, vous voulez devenir un enjeu électoral, parce que dans le cadre du plan Nord, il y a beaucoup ça, l'idée que c'est le bébé du premier ministre Jean Charest. Il faudra trouver une autre façon d'appeler notre plan. Le plan agricole, on vient de lancer le plan agricole. Oui, le ministre Corbeil, hier, a mentionné à un moment donné qu'il souhaitait obtenir plus de collégialité entre les différents partenaires, puis il était question notamment de la financière parmi ces partenaires-là. Je me demandais comment vous entrevoyez cette demande-là du ministre. Est-ce que vous avez des idées déjà pour atteindre ce niveau de collégialité? Bien, moi, j'aime bien m'asseoir sur les faits et sur les chiffres. Et à partir de là, si la volonté et les objectifs sont communs, on doit trouver des solutions. Puis je crois que moi, je n'ai pas de compte à régler ou quoi que ce soit avec personne. Puis je pense que tout le monde veut travailler à l'épanouissement du secteur. Donc, ça prend un peu de volonté et de souplesse, flexibilité pour qu'on puisse trouver des solutions aux différents problèmes auxquels on fait face. Mais quand on s'assoit, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, de façon rigide sur une enveloppe et qu'on gère une enveloppe plutôt que gérer un secteur, bien, ça crée les problèmes qu'on a connus dans le passé. M. Bergeron. Bonjour. Est-ce que les propos de M. Paradis ce matin ont contribué à vous rassurer sur la question de la défense de la gestion de l'offre? Oui. Moi, je connais M. Paradis personnellement, comme il l'a mentionné. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec M. Ritz dans ces dossiers-là. Sur la question de la défense de la gestion de l'offre, le gouvernement fédéral a fait plus que le dire, il a posé des gestes, notamment en ayant introduit les standards dans les fromages au Canada et en ayant introduit par l'article 28 du GATT un nouveau contingent pour le contrôle de l'importation des protéines laitières. Donc, il y a eu suffisamment de gestes
de poser et de réitération de leur volonté de défendre la gestion de l'offre pour dire que ces gens-là sont sérieux et vont continuer de bien me représenter. Vous ne craignez pas que, par exemple, il y ait des concessions qui soient demandées au Canada, justement, dans l'ouverture des marchés, puisqu'il y a des négociations internationales qui se poursuivent, notamment dans le domaine du Pacifique, qu'on finisse par demander aussi au Canada de laisser du lest dans certains secteurs de production? Bien, si on regarde là, la gestion de l'offre, les gens voient ça comme souvent, par manque d'information, ils estiment qu'on importe peu et qu'on est vraiment fermé sur nous-mêmes. On importe plus de produits laitiers ici que beaucoup de pays ne le font. Si vous regardez les importations de fromage en Europe, le Canada importe en pourcentage de sa consommation plus de fromage que l'Europe. D'ailleurs, il y a une bonne partie des fromages importés ici qui sont des contingents garantis à l'Europe. Donc, moi, je pense que l'Europe, si on parle de cette négociation-là, trouve déjà un intérêt vraiment important dans la situation actuelle et devrait être contente de sa situation plutôt que d'en revendiquer plus. Puis peut-être par rapport à l'Asie-Pacifique, ce que j'ajouterais, c'est que il y a beaucoup d'enjeux autres que l'agriculture dans cette négociation-là. On sait que l'agriculture va être abordée, mais je pense que, comme à l'OMC, si le gouvernement canadien ou américain ou les autres gouvernements veulent faire une entente sur l'agriculture, ils risquent de mettre en péril la négociation, tout simplement. Parce que c'est un secteur qui est trop fragile pour plusieurs pays. Moi, je pense que les négociations bilatérales qui fonctionnent sont souvent celles où l'agriculture n'est pas un enjeu important ou principal. Oui. Monsieur Rouleau, vous avez commencé votre discours en parlant de l'union libre et consentante. Dans 2 jours, est-ce que le mot union va revenir souvent dans votre discours? Autrement dit, est-ce qu'il y a plus que 1 million en agriculture? Et puis, est-ce que le dossier syndicat agricole unique va être votre priorité? Okay. Moi, j'ai confiance que le gouvernement, malgré... c'est-à-dire, moi, je n'ai pas senti du gouvernement récemment une intention quelconque de remettre en question l'accréditation unique. Le rapport Pronovo avait suggéré ça, et au lendemain de sa publication, M. Charest a tout de suite dit « ce n'est pas ma priorité ». Et si vous prenez acte de ce qui a été écrit dans le livre vert, vous allez constater également que ça ne semble pas du tout être une priorité pour le gouvernement Charest, pour le gouvernement actuel. Donc, c'est sûr qu'on entend les gens actuellement qui souhaitent la fin de l'accréditation unique, le souhaitent principalement pour affaiblir encore davantage les producteurs et pour des intérêts très souvent personnels. Parce qu'ils sont insatisfaits de la commercialisation dans un produit ou dans un autre, ils veulent la fin de l'UPA. Alors que, comme je l'ai mentionné, la façon dont on consulte nos producteurs leur donne entièrement accès à participer au débat à l'intérieur des organisations de producteurs, à faire valoir leurs points et à débattre avec leurs collègues de leurs points. Et après ça, les gens prennent une décision et c'est ce que les fédérations appliquent. Donc, la démocratie à l'intérieur de l'Union, elle est entière et tout le monde peut en profiter. Et d'ailleurs, dans ces salles-là, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est peut-être ce qui fâche les gens, c'est qu'on ne vote pas en fonction du poids qu'on représente, mais on est là en tant que producteur, membre d'une organisation. Donc, c'est sûr que peut-être certains producteurs qui se sentent trop gros pour être et pas suffisamment libres peuvent peut-être trouver ça contraignant, mais il faut voir que dans l'ensemble, tout le monde bénéficie de ce système-là et il trouve beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Hier, M. Corbeil a dit également en termes de protection du territoire, et entre autres la question l'UPA avait amené ça en commission parlementaire dans l'étude de la réforme de la loi sur les mines. Il disait qu'il fallait interdire toute exploration minière sur des zones agricoles, tout ça. Le ministre a dit de toute façon, le risque n'existe pas, vous pouvez dormir tranquille. De votre côté, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Ben, moi, je pense que là-dessus, je fais confiance à M. Corbeil. S'il a dit qu'on pouvait dormir tranquille, on va lui faire confiance. Mais il n'y a pas de protection supplémentaire dans le projet de loi 14? En tout cas, on va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Là. Naturellement, vous comprendrez que j'arrive plusieurs dossiers un peu plus pointus comme ceux-là, où j'ai besoin de m'assurer des bonnes connaissances. Mais j'ai toujours travaillé avec la confiance des gouvernements, des ministres, et normalement respecter leur engagement, leur parole lorsqu'ils me donnent. Dans un autre ordre d'idée, M. Rouleau, il y a un dossier qui revient constamment au Congrès de l'UPA année après année, c'est celui de l'accessibilité aux chaînes, de la problématique de la distribution. Comment vous voyez ça? Sous quel angle vous avez l'intention d'attaquer ça? OK. Bien, premièrement, il faut comprendre comment les chaînes fonctionnent. Et les chaînes, je pense qu'il y a d'ailleurs, les gens de l'au-delà souhaitent nous rencontrer bientôt là, pour la situation que l'on trouve, disons, je cherche le mot juste parce que je ne veux pas provoquer quoi que ce soit, mais le fait qu'ils parlent de déménager leur centre de distribution actuellement vers l'Ontario. C'est sûr que nous, ça nous inquiète puisque nos communications avec eux vont être plus difficiles. On le croit. Donc, les chaînes, si on regarde ce que les producteurs de fraises framboises ont fait récemment, ils ont réussi avec les chaînes à développer un partenariat et à assurer la présence de leurs produits à des moments critiques de l'année. Et ça, c'est à la demande des consommateurs. Donc, moi, je pense que les consommateurs ont un rôle à jouer. Si les consommateurs veulent les produits québécois, ils doivent les demander. Les chaînes ont un rôle à jouer en offrant des produits québécois que les producteurs, que les consommateurs demandent. Un meilleur affichage. Aller au-delà d'Aliments Québec m'apparaît important pour bien identifier les produits québécois. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que aller au-delà d'Aliments Québec, c'est que Aliments Québec est un sceau de certification de produits québécois. Mais quand on cherche dans l'épicerie des produits québécois, c'est peut-être pas suffisant comme identifiant pour que les consommateurs les identifient facilement, parce que sur le contenant, ce n'est pas toujours très visible. Donc, aller au-delà d'Aliments Québec au niveau de l'identification des produits québécois. Et nous, comme producteurs, il faut s'organiser ensemble pour fournir ces chaînes-là avec des produits au moment où elles en ont besoin et où les consommateurs les veulent également. Donc, il y a une synergie à bâtir entre les consommateurs, les chaînes et les producteurs. Et les transformateurs aussi, parce que souvent, ce sont les transformateurs qui distribuent nos produits. Donc, il y a une synergie à construire, je pense, pour assurer la présence de nos produits dans les marchés québécois. On avait le temps pour une dernière question. Il y en a. Ça va aller.